Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti a abrité hier un sommet extraordinaire des dirigeants de l'IGAD sur la crise au Soudan. Toujours dans l'actualité nationale, Djibouti a l'ère des paiements en ligne avec une inauguration historique, ministère de la Communication, Télécom et des Monnaies. Et enfin, dans l'actualité internationale, nous faisons des progrès, mais pas assez vite, regrette le président de la COP 28 lors du sommet sur le climat. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a activement participé hier aux travaux de la 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel. Parmi les éminents participants figuraient le président de la Somalie, Hassan Mahmoud, le premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah el-Burhan, le ministre des Affaires étrangères du Soudan, M. James Pitia Morgan, et le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, M. Henry Okello. Alors arrivé à l'hôtel Kempinski, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli successivement par les dirigeants des pays membres de l'IGAD. L'événement a également réuni de nombreux hauts responsables, y compris l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, l'envoyé spécial des États-Unis et l'envoyé spécial de l'Arabie Saoudite, ainsi que plusieurs représentants des pays amis et partenaires de l'IGAD. Puis après, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé hier matin les travaux du 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement au Kempinski Hotel. L'ordre du jour de cette assise a été dominé par la situation au Soudan, mettant en lumière la volonté et l'engagement ferme de l'IGAD pour la résolution du conflit au Soudan à travers les négociations et les pourparlers des protagonistes au Soudan. Ce sommet de l'IGAD a servi de plateforme aux dirigeants des pays membres de l'IGAD en vue de discuter des défis du conflit au Soudan, en vue d'élaborer des stratégies concertées visant à instaurer la paix et la stabilité et à apporter l'assistance et l'aide nécessaires aux populations touchées par les conflits qui durent plus de 8 mois. Le sommet était l'occasion également de mettre en avant les négociations de Jeddah, soulignant l'importance de cette initiative régionale dans la résolution des conflits au Soudan. Les leaders de l'IGAD ont assisté de l'urgence de trouver un accord entre les parties au conflit au Soudan. dadkuna aaminay dhulkooda Afrika laga maqal warkeene dadkuna aaminay
maqal warkeene ismaaciil waa ka hakan xilkayga lagu wareejiyey ogaanshu waa amirka ogaanshu waa amirka ogaanshu waa amir ogaanshu waa amirka dadkuna aaminay dhulkooda afrika laga maqal warkeene dadkuna aaminay dhulkooda afrika laga maqal warkeene ismaaciil waa ka hakan xilkayga lagu wareejiyey. Eh bien, l'envoyé spécial, rappelons que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan a pour sa part souligné les efforts sans cesse continus du secrétaire général de l'ONU pour mettre fin à la guerre au Soudan et réitérer l'attachement des Nations Unies à l'initiative rapide d'un cessez-le-feu préalable indispensable à l'acheminement de l'aide humanitaire et le retour d'un Soudan en paix et stable. La guerre au Soudan, a-t-il dit, continue de faire peser des graves menaces sur l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité de toute la région et au-delà. Depuis le déclenchement de la guerre, il y a près de 8 mois. De son côté, rappelons-le, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la Corne de l'Afrique a surtout mis l'accent sur le risque hautement probable de déstabilisation pour toute la région si la guerre perdure au Soudan et a réitéré l'attachement de son pays au retour de la paix afin, a-t-il rappelé, d'organiser des pourparlers politiques qui débouchent sur l'élection d'un gouvernement civil. Je remercie à notre hôte, le président Ismaël Omar Guelleh, en tant que président de l'IGAD, a-t-il rappelé, pour son accueil très chaleureux, tous les protocoles respectés. Les États-Unis félicitent, a-t-il rappelé, M. Michael Hammer de l'IGAD pour cette initiative et pour nous avoir permis de collaborer avec l'Union africaine et autres membres de la communauté internationale pour harmoniser nos efforts sur le Soudan. La guerre au Soudan n'est pas seulement une crise pour les Soudanais, mais aussi pour la région et même pour notre communauté mondiale. Les violences déclenchées en avril ont entraîné des déplacements, des morts et des destructions à travers le Soudan. Elles doivent cesser. Ce sommet extraordinaire intervient à un moment d'inflexion de la guerre alors que les tendances sur le terrain sont profondément inquiétantes et menacent l'intégrité territoriale des pays. Les civils soudanais supportent le coût et de plus en plus intenable de ce conflit et a souligné que les efforts sans cesse de continuer pour mettre fin à la guerre au Soudan et réitérer l'attachement des Américains à l'initiative rapide d'un cessez-le-feu préalable et indispensable. Le Soudan ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité de toute la région et au-delà. Eh bien, il a rappelé que depuis le déclenchement de la guerre, il y a près de 8 mois, le peuple soudanais a été soumis à des souffrances indestructibles. La guerre a un impact terrible sur la situation des droits de l'homme dans le pays, en particulier sur les femmes et les enfants. Le Soudan est désormais le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées au monde. Compte tenu de la gravité de la situation au Soudan, il est urgent de redoubler des efforts collectifs pour empêcher le pays de s'effondrer dans un chaos encore plus grand. Eh bien, dans son discours, le président de la Commission de l'Union africaine a lui fait état des efforts que l'organisation continentale avait entrepris de concert avec les Nations Unies avant l'éclatement de la guerre au Soudan. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, la crise aiguë qui ravage le Soudan est une véritable catastrophe. La situation s'est détériorée et on constate une violation flagrante des droits internationaux humanitaires et les souffrances des civils sont devenues insupportables. Des enquêtes seront menées et les coupables seront reconnus. Les auteurs de crimes doivent être rendus responsables de leurs actes. Le désastre actuel a mis en lumière les progrès remarquables réalisés en 2019. Entre-temps, nous avons déployé des efforts inlassables en ce qui concerne les Nations Unies pour promouvoir le dialogue politique afin de remettre la transition démocratique sur les rails. Nous avons fait d'énormes progrès dans cette direction. J'ai discuté avec les deux principaux protagonistes pour les convaincre de la nécessité d'une action positive et utile. Cette guerre qui a éclaté au Soudan a eu des conséquences désastreuses qui en découlent de pertes de vies humaines, dégâts et destruction du pays. Suite au déclenchement des hostilités, nous avons appelé à une conférence internationale de haut niveau pour unir la communauté internationale autour des triptyques cessation
des hostilités, ouverture du couloir humanitaire et initiation d'un dialogue politique entre les Soudanais eux-mêmes. De son côté, le secrétaire exécutif de l'IGAD a procédé au rappel de la proposition de l'IGAD sur la crise au Soudan et l'engagement continu de l'organisation régionale en faveur du retour de la paix dans ce pays. Alors que nous nous réunissons pour l'unité et la solidarité pour soutenir les membres de notre famille en République du Soudan, les défis auxquels ils sont confrontés exigent notre sagesse collective, notre engagement et nos actions concrètes. Notre région se trouve à un moment critique avec le conflit en cours au Soudan qui jette une ombre sur l'aspiration à une région pacifique et prospère dans la plus grande corne qui est la corne de l'Afrique. Excellence, je souhaite aujourd'hui attirer votre attention avec prudence sur les récents accords partiels conclus lors des pourparlers qui a constitué un pas en avant significatif dans les règlements de la question de l'accès humanitaire. Cet accord, bien que louable, requiert désormais votre leadership, notre attention urgente et notre mise en œuvre efficace pour alléger les souffrances imminentes endurées par nos frères et sœurs de la République du Soudan. Nos concitoyens de la République du Soudan continuent de supporter le poids de ces conflits prolongés et il est donc notre devoir moral, Excellence, d'accélérer la mise en œuvre de la résolution partielle de l'accord de Jeddah. L'accord sur l'accès humanitaire est une bouée de sauvetage pour permettre à l'aide urgente d'atteindre ceux qui ont désespérément besoin. Et nous devons veiller à ce que les promesses faites se traduisent par une aide tangible sur le terrain. Eh bien, dans une allocution faite à la cérémonie inaugurale de ce sommet, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est livré au récit général de la situation de chaos qui prévaut au Soudan sous l'effet de la guerre. Écoutons le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, heads of states and governments, Excellency, ministers and heads of delegation. Au nom du gouvernement et du peuple de Djibouti, je vous souhaite à tous, Excellence, une chaleureuse bienvenue. Je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue à son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan. Je vous suis reconnaissant d'avoir accordé la priorité à la 41e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement convoqués pour examiner la situation au Soudan, malgré les exigences pressantes de vos fonctions respectives. Cela témoigne de notre engagement commun envers les principes qui nous unissent autant que force régionale pour la paix, la stabilité et la prospérité. Je voudrais également exprimer ma gratitude au secrétaire exécutif, le Dr Workene, et à son équipe pour l'efficacité avec laquelle ils ont organisé ce sommet sur la paix dans un délai aussi court. Chers collègues, mesdames et messieurs, le sort du peuple soudanais n'est pas simplement une statistique ou un titre de journal. Il s'agit d'une réalité brutale et profondément troublante qui exige notre intention et notre action. Selon les Nations Unies, le conflit en cours qui a entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes et la mort d'environ 300 000 personnes est une menace pour la paix et la sécurité internationale. Eh bien, c'est l'appel à la prière. Restez avec nous, nous reviendrons tout juste après. Eh bien, c'était l'appel à la prière. Dans son deuxième temps, le chef de l'État a mis également à profit cette tribune pour exhorter les pays de l'IGAD à participer activement à la facilitation d'un accord de paix global qui mette fin au combat, permette à la fourniture d'aide humanitaire et initie un dialogue pacifique. Réécoutons le chef de l'État. Today, we stand together, our hearts heavy with the burden of the challenges faced by our. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble. Nos cœurs sont lourds du fardeau des défis auxquels sont confrontés nos frères soudanais. L'escalade de la violence qui a fait une crise économique avec une augmentation des vivres estimée à 64% au cours de l'année écoulée constitue une grave menace pour l'existence même du Soudan et la stabilité de notre région. Faire taire les armes au Soudan n'est pas un choix, c'est une nécessité absolue. Pour éviter de nouvelles souffrances et l'effondrement potentiel de cette grande nation, il est de notre devoir de nous engager activement dans la facilitation d'un accord de paix global qui garantisse la fin des combats
permettant ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire et aussi initier un dialogue pacifique. L'établissement et le respect d'un cessez-le-feu sont de la plus haute urgence. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies indique que 9,3 millions de personnes au Soudan ont besoin d'une aide humanitaire. Il est donc urgent de veiller à ce que l'aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier dans les zones touchées par le conflit. Le cessez-le-feu est vital car il permet non seulement d'alléger les souffrances et de répondre aux besoins de base tels que la nourriture et l'eau, mais il constitue également une condition préalable essentielle au dialogue. Les souffrances endurées par nos frères et sœurs soudanais nous obligent à nous unir et à agir rapidement pour soulager leurs douleurs. Nous saluons les efforts déployés par les acteurs humanitaires soudanais et internationaux à cet égard. Nous soutenons également le succès des travaux du sommet pour faciliter les discussions et les négociations délicates et le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, le président de la République et président de l'IGAD, son Excellence Ismaël El-Megheli, a condamné l'agression brutale et continue d'Israël contre la bande de Gaza. Écoutons le chef de l'État. والمعالي والسعادة السيدات والسادة إن السودان الشقيق أحوج ما يكون اليوم إلى تكريس روح السلام وإرساء الأمن والاستقرار. Excellences, Mesdames et Messieurs, le peuple soudan frère a cruellement besoin aujourd'hui de consolider l'esprit de paix et d'établir la sécurité et la stabilité. Le monde regarde notre réunion et par conséquent, l'autorité intergouvernementale pour le développement doit mener à bien sa mission et son rôle de médiateur et de facilitateur principal, car nous sommes équipés pour mieux comprendre et traiter les causes profondes de ces conflits. Dans ce contexte, le sommet d'aujourd'hui, qui est une lueur d'espoir et un symbole d'unification pour le peuple soudanais frère, attend un geste convaincant qui le convaincra que son sort compte pour ses frères au niveau régional et continental, mais aussi à leurs dirigeants en premier lieu. Nous ne devons pas laisser ces espoirs changer, exploitant la puissance de notre unité pour promouvoir le dialogue, la compréhension et la réconciliation. Lorsque nous sommes ensemble, nous avons certainement la capacité de faire la différence et de remodeler le destin de notre région. J'espère que nous sommes conscients de la gravité de ce moment historique et j'espère que les décisions que vous prendrez ici seront une lueur d'espoir pour les personnes que vous servez. Distingués participants, nous renouvelons notre ferme condamnation et dénonciation de l'agression israélienne brutale en cours contre la bande de Gaza, du déplacement forcé d'habitants et des civils sans défense et de la destruction des infrastructures. Nous exigeons l'arrêt immédiat de ce crime odieux dont la poursuite constitue une violation des droits humanitaires et une honte du silence de la communauté internationale face à ces massacres israéliens qui traversent toute la frontière. Nous croyons à l'inévitabilité de la victoire de la vaillante résistance palestinienne. À cet égard, nous réaffirmons notre soutien absolu et notre plein soutien à la lutte du peuple palestinien frère jusqu'à ce qu'il retrouve ses droits usurpés et établisse son État indépendant aux frontières du 4 juin 1967, sa capitale, Jérusalem-Est. En conclusion, je souhaite un sommet réussi et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, voici le compte rendu de ce 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu au Camp Peski Palace avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le 41e sommet de l'IGAD extraordinaire s'est tenu donc aujourd'hui. Les chefs d'État de l'IGAD étaient présents. Notre pays, comme vous le savez, préside donc cette session. Et la question centrale et les débats ont tourné autour de la question du Soudan. Comment faire en sorte d'arrêter d'abord l'effusion de sang, parvenir à un cessez-le-feu, permettre aux belligérants de se rencontrer et ensuite lancer le processus politique. Je crois qu'après toute une journée de discussions et de débats entre les dirigeants, on est arrivé vraiment à des résultats probants. Le premier des résultats, c'est que les deux généraux ont accepté d'arrêter le conflit et surtout de se rencontrer. Donc les chefs d'État ont parlé
au général Hemeti et au général Al-Burhan, afin que dans un délai de 15 jours au plus tard, que cette rencontre ait lieu et que des mesures de, de construction de la confiance puissent être mises en place afin d'arrêter, n'est-ce pas, ce conflit. Je crois que les initiatives qui étaient sur la table auparavant ont été fusionnées dans celles de l'IGAD. Aujourd'hui, on peut dire avec confiance que l'IGAD a repris les rênes de l'initiative et a repris, le travail qui est le sien de pouvoir apporter des solutions africaines aux problèmes africains, des solutions régionales pour un problème qui se situe dans notre région. Et donc, nous venons de terminer, les chefs d'État viennent de terminer leur discussion. Le président Guelleh a pu s'entretenir avec tous les chefs d'État qui étaient venus depuis ce matin. Il s'est entretenu avec les envoyés spéciaux. Nous avons eu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le nouveau, M. Lamamra, l'envoyé spécial des États-Unis, Mike Hammer, l'envoyé spécial des Émirats arabes unis. Donc le président vraiment a fait le tour de la question en écoutant tout un chacun et s'est fait une idée très claire de la façon dont l'IGAD pouvait avancer afin vraiment de permettre à ce pays frère qui est le Soudan de restaurer la paix. Je crois que le chemin reste encore long, mais en tout cas les intentions ont été exprimées, un calendrier a été mis en place et suivront ensuite toutes les actions relatives au processus politique ainsi que les mesures de construction de la confiance entre les belligérants. Mais il faut également souligner le fait que le président Ruto a joué un rôle central dans cette, action qui est menée par l'IGAD. Et nous tenons vraiment à remercier tous les chefs d'État qui sont venus pour se pencher sur cette question du Soudan, qui reste quand même une catastrophe tragique, une situation humanitaire qui est innommable, tant la souffrance du peuple soudanais est aujourd'hui insupportable. Plus de 5 millions d'enfants sont hors école, 25 millions de gens sont en insécurité alimentaire, 6 millions de Soudanais sont au bord de la famine, plus de 6 millions ont été déplacés, tout le pays s'est arrêté en fait. Et le pays est en train de s'engouffrer dans un désastre économique, structurel, social, et il est temps que les pays de l'IGAD, n'est-ce pas, prennent cette responsabilité, le taureau par les cornes, et aillent essayer d'aider les Soudanais à régler ce problème, et qui est un problème, franchement, que l'histoire du Soudan n'a pas connu. Et c'est un désastre, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, après d'intenses débats et tractions commencés hier matin et qui se sont poursuivis jusqu'au milieu de soirée, ce sommet dédié à la crise soudanaise a culminé avec l'acceptation que le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan, a lui aussi, à la faveur d'un entretien téléphonique avec le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, apporté à l'initiation d'un cessez-le-feu dans son pays. Outre l'accord sur le cessez-le-feu, les deux protagonistes de la crise soudanaise ont également accepté le principe de se rencontrer dans un délai de 15 jours avant d'ouvrir la voie à une série de mesures de confiance entre les deux parties qui débouchent sur le lancement d'un processus politique. Sous l'égide de la présidence tournante du chef de l'État djiboutien, l'IGAD a réussi ainsi l'exploit d'une médiation acceptée par toutes les protagonistes de la crise soudanaise. Elle doit indubitablement ce succès à l'approche méthodologique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a dérivé les arbitrages menés au prolongement d'un processus rigoureux d'écoute, d'analyse et de fusion opéré sur toutes les sensibilités politiques soudanaises et l'initiative des paix distinctes conduite autour de la problématique soudanaise. Eh bien, à l'issue de ce 41e sommet extraordinaire de l'IGAD, qui a ouvert ses travaux hier, rappelons-le, à l'hôtel Kempinski, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, le président du Conseil souverain de la transition du Soudan, le président Kenya et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Sharbout Al-Nahyan, ont regagné hier soir leur pays respectifs. Ce sommet qui s'est tenu dans un contexte d'autorisation rapide de la situation au Soudan
a visé à trouver des solutions concrètes sur les discussions portées sur la sécurité et les conditions humaines dangereuses dans le pays où les combats ont aggravé la détérioration des installations stratégiques et des conditions de vie. Bien, dans notre magazine de cet après-midi, nous vous amenons dans notre pays, la République de Djibouti, qui se situe dans la Corne de l'Afrique, à la jonction de la mer Rouge et de l'océan Indien. La République de Djibouti bénéficie d'une position stratégique sur l'une des principales routes maritimes du monde et constitue le débouché naturel des pays enclavés de la région. Regardez. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la Corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position est stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin.
capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, de marchés animés et une scène culturelle vivante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans une étape cruciale vers la transformation digitale de Djibouti. Le Kempinski Palace a récemment servi de cadre prestigieux pour le lancement du tout premier service de paiement en ligne du pays. C'est sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. L'événement a rassemblé tout le gratin du tout gouvernement, des cadres de l'administration publique, sans oublier les acteurs du secteur privé. La première solution de paiement en ligne, une initiative révolutionnaire par le fleuron de Djibouti Telecom, en l'occurrence D-Money, offre une solution de paiement en ligne sécurisée et rapide. Cette avancée marque une première dans la République de Djibouti, positionnant le pays au cœur d'une économie numérique en plein essor. Cette plateforme, bien plus qu'un simple système de paiement, se présente comme le fer de lance de Djibouti dans la quête d'une économie numérique florissante. Elle sert de catalyseur pour l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, offrant la possibilité de créer, d'opérationnaliser des sites web intégrant des interfaces de paiement en ligne. L'impact transformateur des technologies du numérique sur les économies est largement reconnu à nos jours. En effet, les économies d'aujourd'hui sont tirées par la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité et la technologie est de plus en plus au centre de nos vies quotidiennes. La technologie redéfinit les activités économiques, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour nos jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Djibouti Telecom ne ménagera aucun effort pour soutenir l'accélération du processus transformationnel de l'économie nationale et de contribuer à l'émergence d'une économie numérique durable, participative et inclusive, conformément à la vision 2035 initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi les infrastructures numériques haut débit et les services financiers numériques constituent des axes majeurs de notre stratégie de développement. C'est dans ces cadres que Djibouti Telecom a développé cette nouvelle passerelle des paiements en ligne afin de promouvoir un environnement digital permettant aux petites et moyennes entreprises de participer à l'essor du commerce électronique dans notre pays, mais également à nos institutions publiques de moderniser la gestion financière des services et prestations fournis aux citoyens. Eh bien, Djibouti Telecom a pris l'initiative de propulser les jeunes entrepreneurs du pays dans l'écosystème numérique
en opérationnalisant le site web et à une intégration fluide d'interfaces de paiement en ligne. Cette initiative stratégique est destinée à stimuler l'entrepreneuriat local et à favoriser l'option de généraliser et l'adoption des transactions électroniques. Écoutons le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdullahi Bahdon. Les outils financiers numériques tels que le paiement en ligne que nous inaugurons ce matin constituent aujourd'hui des stimulants indispensables au développement économique, social, culturel du peuple djiboutien. Le service de paiement Gateway, plateforme de paiement qu'on peut qualifier de passerelle pour les petites, moyennes et grandes entreprises de commerce en ligne, favorise l'inclusion aux services financiers basiques tout en garantissant leur sécurité dans tous les pays ainsi que les régions de l'intérieur où les services bancaires traditionnels sont encore très peu développés. Il faut le dire, cette nouvelle étape vers le numérique marque un réel changement et renforce le processus de généralisation de l'utilisation du numérique dans notre pays. Mesdames et messieurs, je reste convaincu du rôle de premier plan que peuvent jouer l'Internet et les outils numériques dans la prestation des services aux citoyens et de la contribution de ceux-ci à l'économie nationale. Quant à cette plateforme, elle permettra aux entreprises qui disposent d'un commerce en ligne d'atteindre des clients et des publics cibles sur l'ensemble du territoire djiboutien, mais également d'augmenter leurs revenus grâce aux capacités et aux solutions de pointe fournies par la plateforme de paiement d'e-money. Ces projets marquent un pas en avant vers la réalisation des grands objectifs fixés par la stratégie nationale Djibouti 2035 sous le leadership du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. J'ai profité de cette occasion pour saluer cette initiative de Djibouti Telecom qui tend à rendre les transactions en ligne plus dynamiques et plus accessibles. Mesdames et messieurs, cette cérémonie vise à mettre en avant la volonté politique du chef de l'État, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, de développer l'économie numérique et l'engagement du gouvernement à s'impliquer dans ces processus. Le gouvernement djiboutien travaille au quotidien pour soutenir ces projets et bâtir le cadre juridique adéquat pour que chaque fintech puisse évoluer et créer son propre modèle. Notre mobilisation est entière et nous sommes à vos côtés pour porter toutes les innovations nécessaires pour bâtir la finance digitale de demain à Djibouti. C'est dans cet objectif que le ministère de la Communication, en charge des postes et des télécommunications aux côtés de Djibouti Telecom et d'e-money, œuvre pour la promotion des transactions numériques. Les innovations offrent des possibilités accrues d'amélioration des systèmes de paiement et Djibouti Telecom avec d'e-money met à la disposition de nos concitoyens un mode de paiement fonctionnel et accessible. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a rappelé que ce service de paiement en ligne d'e-money répondra forcément à tous les types de besoins des entreprises en matière de paiement en ligne à travers cette passerelle à la fois complète et technique offrant des options. Le service de paiement en ligne de d'e-money répondra forcément à tous les types de besoins des entreprises en matière de paiement en ligne à travers cette passerelle à la fois complète et technique, offrant des options pour chaque utilisation. Ainsi, le commerce en ligne ou e-commerce sera en pleine révolution et mutation. En somme, c'est une véritable économie numérique en marche, conforme à la vision du président de la République, dont l'engagement ferme en faveur de la transformation digitale façonne notre parcours vers un avenir en phase avec l'évolution du monde digital sous diverses formes et pour ne point rester à la traîne. Car la globalisation d'Internet, la mondialisation et les nouvelles technologies apparaissent quotidiennement. En intégrant cette solution novatrice, nous franchissons une étape cruciale vers une société plus connectée, inclusive et efficiente. d'e-money n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi une opportunité
des transformations sociales et économiques pour notre pays. Mesdames et messieurs, la transformation digitale n'est pas seulement une évolution technologique, mais un impératif pour garantir la compétitivité et la résilience de notre pays. En adoptant et en répondant judicieusement à l'usage du numérique, nous démontrons notre engagement envers la création d'un environnement propice à l'innovation et stimulant ainsi la croissance et la création d'emplois. De plus, en facilitant l'accès aux services financiers par le biais des solutions numériques comme e-monnaie, nous recherchons à réduire les disparités économiques et à assurer que tous les citoyens puissent bénéficier des avantages de la transformation digitale. Le lancement de cette première solution de paiement en ligne à travers e-monnaie est un témoignage concret de l'engagement de Djibouti Telecom à œuvrer pour la transformation digitale. Éducation cette fois-ci où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle de Djibouti, son Excellence Moustapha Mohamed Hamoud, accompagné par les directrices, à savoir Ron Saïd Hadji et Mme Zhu Hanyou de l'Institut Confucius de Djibouti, a participé à la conférence mondiale sur la langue chinoise à Beijing du 7 au 9 décembre, organisée par le ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine, en collaboration avec le Centre d'éducation et de coopération linguistique et la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois. La conférence a réuni plus de 2000 représentants chinois et étrangers, dont des ministres de l'éducation et des présidents d'universités. Durant le forum, les discussions ont porté sur des sujets tels que le système académique de l'éducation internationale du chinois, le développement futur des instituts Confucius, de l'enseignement des langues et les politiques en matière de langues étrangères. Le vice-ministre, rappelons-le, chinois de l'éducation, M. Chan Ji, a souligné que le chinois est une langue essentielle dans le monde et que l'éducation internationale du chinois est un bien public mondial fourni par la Chine. La République de Djibouti a été honorée et invitée à partager les avancées significatives dans l'enseignement chinois. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a exprimé sa gratitude pour le soutien de Pékin dans la création de l'Institut Confucius, mettant en lumière l'engagement profond de Djibouti envers le multilinguisme. Sous l'impulsion du MENFOP, l'enseignement chinois a progressé de manière significative, les cours étant intégrés avec succès dans les lycées de la capitale depuis septembre 2022 grâce à l'Institut Confucius de Djibouti. Le ministre a souligné l'importance de renforcer la qualité de l'enseignement et de tisser des liens étroits avec le marché de l'emploi pour catalyser le développement économique grâce à la maîtrise du chinois par la jeunesse djiboutienne en marge de la cérémonie inaugurale. Le ministre a signé un accord de coopération avec le Centre d'éducation et de coopération linguistique du ministère de l'Éducation chinois, mettant l'accent sur la formation des enseignants, la fourniture de ressources éducatives adaptées et un suivi évaluation rigoureux. Durant la conférence, des ministres et des représentants des divers pays invités ont partagé leur expérience en matière de l'enseignement de la langue chinoise dans leurs pays respectifs. La cérémonie s'est clôturée marquée par le spectacle grandiose des interventions de hautes personnalités, par le discours du vice-premier ministre, M. Deng Xiaoyang. Dans son discours, a rappelé le vice-premier ministre chinois, souligné l'engagement de la Chine envers le développement durable de l'éducation internationale du chinois. Il a souligné que la Chine continue de collaborer avec les autorités éducatives mondiales pour promouvoir activement l'éducation internationale du chinois et les échanges culturels sino-étrangères avec plus de 1400 instituts Confucius et classes Confucius dans le monde, affirmant ainsi son soutien en faveur d'un enseignement international du chinois de qualité. Dans son discours, le ministre a annoncé qu'actuellement plus de 700 élèves apprennent le chinois et le MENFOP envisage d'étendre cet enseignement à l'échelle nationale. Mon pays, Djibouti, grand de par sa position géostratégique et aussi sur une des places maritimes les plus fréquentées au monde. Nous avons une coopération ancienne avec la Chine, mais en 2017, la Chine et Djibouti ont établi un partenariat stratégique pour approfondir globalement la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Mais réellement,
c'est en février 2022 qu'il y a eu un approfondissement de l'apprentissage de la langue chinoise. Et c'est en février que ça a pris de l'importance, avec bien sûr la Fondation chinoise de l'enseignement international du chinois, l'Université normale de Sichuan et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti ont signé donc un accord pour construire conjointement l'Institut Confucius à Djibouti. Et en septembre 2022, l'Institut Confucius de Djibouti a commencé à offrir des cours de chinois dans 5 lycées de Djibouti. On a actuellement 700 élèves de première et de seconde qui apprennent le chinois comme cours à option HSK1 jusqu'à HSK2. L'Institut Confucius dispense également des cours de chinois à l'atelier Luban, plus d'une centaine d'étudiants. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle compte, avec l'appui et l'accompagnement des centres d'éducation et de formation linguistique, d'offrir de manière ordonnée une éducation en langue chinoise répondant aux standards de qualité et aux besoins de la nation. Le premier, c'est d'élargir la portée de l'enseignement du chinois à Djibouti. Le deuxième est d'utiliser les ressources numériques et les salles intelligentes pour fournir aux apprenants des ressources éducatives de haute qualité. Le troisième est le mécanisme de suivi-évaluation pour améliorer la qualité de l'enseignement du chinois. Nous comptons bien sûr renforcer l'intégration de l'éducation en langue chinoise dans la formation professionnelle pour contribuer à promouvoir le développement économique de Djibouti et à promouvoir également les échanges culturels entre la Chine et Djibouti. Jeunesse à présent et culture. Dans le cadre de la Semaine internationale des volontaires, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le PNUD, ont organisé des ateliers de sensibilisation sur le corps national des volontaires dans le CDC de Ouahdaba et d'Anguela du 3 au 7 décembre. Cet atelier avait réuni plusieurs invités, entre autres des jeunes de la commune de Balbala, de Boulahaus, des associations des jeunes et des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. L'objectif est de mettre l'accent sur les avantages de faire du volontariat, encourager les participants à s'engager dans ce domaine, non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour leur insertion professionnelle. Internationale des volontaires à la plage Cesta. Nous avons prévu cette semaine des activités dans tous les CDC de la capitale. Nous avons prévu d'organiser des ateliers et des sessions d'information et de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse sur la thématique du volontariat qui est extrêmement important pour la jeunesse djiboutienne. Cet après-midi, nous avons organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur le volontariat à la jeunesse de commune de Balbala, justement pour les engager, les sensibiliser, les motiver afin de s'engager dans ce domaine, non seulement pour leur propre développement personnel, mais également pour leur insertion professionnelle. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui ne ménage aucun effort pour accompagner la jeunesse djiboutienne, quel que soit le domaine. Je m'appelle Camille Serayed Mohamed, je suis la présidente de la Conseil de jeunes citoyens. Dans le cadre de la Journée internationale de volontariat, aujourd'hui on a participé à une journée de formation de volontariat. L'actualité internationale, le sultan Al-Jabr a regretté des progrès insuffisants. Des défenseurs du climat ont manifesté à travers le monde. Il nous reste moins de 3 jours malgré des progrès. Le président de la COP28 a solennellement appelé samedi soir les pays à s'émanciper de leurs propres intérêts pour parvenir à un accord capable de juguler le changement climatique. Nous faisons des progrès, mais pas assez vite et de façon pas assez satisfaisante, a déclaré Sultan Al-Jabr lors d'une séance plénière devant l'ensemble des délégués des pays, répétant qu'il étendait tenir son calendrier de clôture de la COP 28 heures. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.